Cette semaine, il s'est passé quand même pas mal de choses, puis c'est drôle parce que ça concorde un peu avec le sujet que j'avais envie de parler avec vous. Heu, je voulais parler de tout ce qui était perceptible. Au début, je m'étais dit que je pourrais parler comme des différents plans, mais je me suis rendu compte que d'une croyance à l'autre, c'est pas les mêmes plans, ça fait pas la même chose et là, ça commençait à être pas compliqué, mais là, ça commençait à être un projet à long terme, je vais le dire comme ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup selon les différentes religions. Je l'ai mis de côté un peu et j'ai commencé à parler de justement comment qu'on peut percevoir certaines choses. Et il y a eu un événement cette semaine, tu sais, vous savez, la fille dans l'avion qui s'est mise à capoter parce qu'elle pensait avoir vu, tu sais, comme un, un- un être, tu sais, comme je sais pas s'ils appellent ça un reptilien. Et j'étais justement en train de rédiger tout ce qui est perceptible avec l'humain et ça l'a comme renforcé un peu mes efforts. Justement, des fois on voit des choses, des fois on perçoit des choses et la question c'est est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Et il est là le gros de la question. Donc, je suis allée faire des recherches pour aller voir qu'est-ce que on est capable en tant qu'être humain, en tant que, on est quand même une machine de chair et de sang, qu'est-ce qu'on est capable en tant qu'être humain de percevoir? Parce que oui, on est des êtres, tu sais, comme de lumière, mais avant tout, présentement, dans notre incarnation actuelle, on est humain avec toutes les limitations que ça a. Parce que oui, notre cerveau est limité, oui, notre oreille, notre ouïe est limitée, notre vue est limitée, on est quand même très, très, très limité. Oui, il faut s'ouvrir, mais quand même, de base, on est limité. Et des fois, quand on a l'impression de percevoir des choses, on se dit, est-ce que j'ai vraiment vu ce que j'ai vu ou non? Donc, on va aller aujourd'hui, on va toucher tout ce gros sujet-là. Je vais parler du spectre, du visible, de l'invisible. Je vais parler de... oups, je pense que je suis en train de me rendre compte que... Hein, c'est pas ça que je parle aujourd'hui. Le visible, l'invisible. Je vais parler de toute l'étendue de ce qu'on peut entendre, puis ce qui est totalement inaudible par l'être humain. Puis je vais terminer en parlant du cerveau. Comment le cerveau traite l'information, puis tout ce qu'on peut percevoir comme information, puis comment que cette information-là, comment qu'on peut détecter si elle est réelle ou non. Le but principal du sujet aujourd'hui, c'est de vous pousser à réfléchir sur ce que vous percevez pour avoir un regard clair sur ce qui est réel ou si c'est une fabrication de votre cerveau. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie qu'on pousse un petit peu là-dessus? Je veux commencer par tout ce qui est visible ou invisible. En gros, l'œil humain est extraordinaire, mais est limité sur tout ce qui peut se voir dans notre univers. Pour percevoir le spectre et les couleurs, certains éléments sont nécessaires dans la rétine et dans le cristallin. Si le cristallin laisse passer les rayons UV et que ce dernier possède les types de cônes sensibles à eux, l'animal va pouvoir voir les ultraviolets. Et là, on va le voir ici. Regarde, je vais juste vous montrer. Ici, vous voyez, regarde, on a l'œil. Et là, vous voyez à droite, il y a les cônes, il y a les bâtonnets. Et c'est ça, vous voyez qu'il y a des rouges, il y a des verts, il y a un bleu, parce que oui, étrangement, on a beaucoup moins de bleu qu'on a de rouge et de vert. Donc, c'est comme une couleur que on a moins tendance à percevoir dans sa profondeur, plus vers le bas. Quand je dis vers le bas, vous allez comprendre tantôt. Donc, quand la lumière est perçue, oui, le cristallin, pour nous, ça bloque totalement les rayons UV, mais quand que ça traverse, il y a des cônes pour les détecter. Donc, il y a les daltoniens. La problématique vient de ces cônes-là. Pour la perception des couleurs, on n'est pas tous égaux. Car dans la rétine, on a besoin de cônes et de bâtonnets pour absorber la lumière. La rétine contient plusieurs cônes, comme on voit, qui nous donnent une magnifique vision de jour avec plein de couleurs vibrantes et précises, parce qu'on le remarque, je vais en revenir avec ma face,
Parce que si vous faites une petite recherche, vous allez voir que beaucoup d'animaux ne voient pas les mêmes couleurs aussi vibrantes que nous et ne voient pas les choses aussi loin et aussi précis. C'est vraiment juste une question de fabrication de l'œil. Par contre, ils ont des avantages que nous, on n'a pas. Et oui, nous, on voit super bien avec des belles couleurs, avec une belle précision, mais on est très limité sur d'autres choses. Hein, on a chacun nos avantages. Chaque type de cône est sensible à des radiations précises. Comme on l'a vu, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge. Et les animaux ont un quatrième, certains animaux ont un quatrième type, qui est les cônes pour les UV, les ultraviolets. Le nombre de types de cônes nous permet de savoir si l'animal perçoit toutes les couleurs ou est aveugle à quelques-unes. Les bâtonnets, quant à eux, donnent une meilleure vision dans l'obscurité et une capacité à détecter les proies plus facilement. Donc, les animaux ayant une vision nocturne ont plus de bâtonnets que nous, comme les chats, par exemple. Les chats, eux, dans le noir, ils voient quasiment mieux dans le noir que le jour. Puis certains animaux nocturnes, c'est encore une vision encore plus claire. Et ils ont la capacité de détecter les mouvements assez rapidement. Donc, c'est des excellents chasseurs. Dans le spectre électromagnétique, l'humain ne peut voir que le spectre visible, qui varie d'une personne à l'autre dans les deux extrémités. Et là, je vais vous le montrer un instant. Ah, regarde, avant tout, j'avais une belle image ici. On voit ici les couleurs du spectre. Je ne sais pas si vous le voyez assez clair ou si vous voulez que je le zoome un peu. On a, en gros, on voit que ça va du violet au rouge. Et nous, les violets, on a un peu de misère à les voir parce que justement, on a un peu moins de cônes bleus. Puis par la suite, là, on a toute la grande série de couleurs avec les couleurs principales. Et tout dépendant de la couleur qu'on voit, ben c'est les cônes qui sont comme excités, si je peux me permettre de dire ça comme ça, qui nous permet de voir la couleur en tant que telle. Voilà. Mais ce que je veux vous montrer aussi, ici, l'espèce de spectre du visible, lui ici, je vais l'agrandir un peu. Donc, dans ce spectre électromagnétique-là, nous, on peut juste voir ce qui est visible. Puis ce qui est visible, c'est vraiment la grande bande de couleurs qui est complètement en dessous. Le début puis la fin du visible dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend vraiment de comment on a été fabriqué, de notre âge aussi. Ça compte. Il se situe entre les ultraviolets à gauche, que notre cristallin ne laisse pas passer, comme je le mentionnais, et les infrarouges à droite. Les personnes qui ont eu un remplacement de cristallin à cause de cataracte ont la capacité de voir un peu plus les ultraviolets, justement parce qu'ils ont un nouveau cristallin et celui-là laisse passer les ultraviolets. Fait qu'ils ils voient un petit peu plus de mauve que nous. Ils vont un peu plus vers la gauche, si je peux me permettre de dire ça de même. Les animaux voient beaucoup plus que les humains. Quelques races d'oiseaux, de poissons, d'insectes voient les ultraviolets. Chats, chiens, rats, souris, taupes, chauves-souris, entre autres, les voient eux autres aussi. Pour les infrarouges, parce que j'ai une image ici, je vais me permettre de vous le montrer. Et ici, on voit les ultraviolets. En gros, ce que les oiseaux voient, nous, on voit juste une fleur jaune. Eux, ils voient où est-ce qu'il y a je dis les oiseaux, mais les abeilles aussi, où est-ce qu'ils doivent aller butiner. Ils le voient parce que ça allume avec les ultraviolets. Je dis allume, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais en tout cas. Pour les infrarouges, là, je vais revenir ici. Pour les infrarouges, quelques races de requins, maringouins, chauves-souris vampires, certaines races de serpents puis scarabées, puis plusieurs autres sont capables de les voir. Malgré que l'humain est incapable de voir les infrarouges, on est capable de voir leur énergie sous forme de vagues de chaleur. En gros, c'est comme ça que, par exemple, les maringouins ou tous les chasseurs sont capables de savoir où est-ce qu'ils sont leurs proies ou où est-ce qu'ils sont les veines, on va le dire comme ça, surtout pour les maringouins. Ils sont capables de percevoir comme la chaleur, les infrarouges. Je veux aussi vous montrer ici toutes les différentes formes de yeux. Je trouve ça quand même assez impressionnant parce que on a tous des yeux différents et c'est ces yeux-là
Je sais pas pourquoi que... Bon, on a tous ces yeux-là qui nous permettent de voir des choses différentes. Autant avoir une vision nocturne, autant, tu sais, comme plus voir, tu sais, comme les mouvements pour les prédateurs ou vraiment, l'œil est pas unique et ce qu'on est capable de voir ne l'est pas non plus. Bref, les animaux voient beaucoup plus de choses que nous, peut-être un peu moins précis ou peut-être avec moins de couleurs. Donc, quand que votre animal voit quelque chose d'invisible, ça ne veut pas dire qu'il hallucine ou qu'il n'y a rien. Il y a probablement quelque chose qui est là et que l'animal perçoit et pas nous. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un fantôme. Je vais le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un fantôme. Ça veut peut-être dire qu'il y a une espèce de chant qui vient de passer ou un moustique ou une poussière et lui, peut-être qu'il pense que ça pourrait se chasser ou pas. Je sais que moi, l'été, j'ai aucun moustique dans ma maison. Aucun. J'ai 4 chats et mes chats, disons, qui sont excessivement chasseurs. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui bouge, ils chassent. Donc, des fois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un fantôme quand notre chat fixe et est comme en mode de chasse. Par la suite, si on traverse sur les sons, c'est un peu la même histoire. On perçoit juste une partie infime de tous les sons qui existent. Il y a les infrasons, qui sont c'est des sons à basse fréquence, que c'est des ondes sonores dont la fréquence est inférieure à la limite basse de ce qu'on peut entendre, nous les humains, qui est en général de 20 Hz. Le plus bas qu'on peut entendre, c'est 20 Hz. Les sons traversent la matière aisément. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Quand nos voisins décident de mettre de la musique assez forte, ça traverse les murs. Donc, il n'y a pas de misère avec la matière. Même des fois, ça peut faire trembler la matière. On utilise les infrasons pour surveiller les tremblements de terre, les volcans, cartographier les formations rocheuses sous la terre, ainsi que pour étudier la mécanique du cœur, juste pour ne nommer qu'eux. Les conditions météorologiques extrêmes, avalanches, tremblements de terre comme je l'ai mentionné, tornades, chutes d'eau, des vélages d'icebergs, quand les icebergs se craquent et se séparent en deux, les aurores, météores, éclairs, entre autres, causent aussi des infrasons. Il y a certains animaux comme les baleines, éléphants, hippopotames, rhinocéros, girafes, okapis, les pans, alligators sont connus pour utiliser les infrasons pour communiquer, mais aussi pour... en fait, eux autres, c'est vraiment juste pour communiquer, mais il y en a certains entre eux, de ceux que j'ai nommés, que c'est vraiment pour avoir une notion de distance, comme les oiseaux migrateurs, qui les utilisent comme le flux d'air turbulent au-dessus des chaînes de montagne, comme aide à la navigation. Les infrasons peuvent être utilisés pour la communication très longue distance. Les baleines sont potentiellement capables de communiquer à des milliers de kilomètres. Et les éléphants d'Afrique qui ont une portée maximale d'à peu près 10 km, ce qui est quand même assez énorme. Les infrasons peuvent être générés par des processus humains. Bien évidemment, on est excellent pour tout modifier ce qui se passe, comme les bangs soniques des avions, comme les explosions chimiques, les explosions nucléaires, les machines, comme les moteurs diesel, éoliennes, etc. Certaines conceptions de haut-parleurs spécialisés sont capables aussi de reproduire des fréquences à très basses. On pense que certains animaux perçoivent les ondes infrasonores qui traversent la Terre, causées par des catastrophes naturelles. C'est pourquoi que des fois on dit « Oups, les animaux deviennent tout agités, on comprend pas pourquoi, puis il y a une catastrophe. » C'est comme si eux reçoivent une alerte précoce qui leur permet de se sauver. Donc, ils entendent des choses que nous, on n'entend pas vraiment. Donc, comme je disais, 20 Hz. Je vais vous montrer une belle petite image ici. Voilà. Là, je sais que c'est comme 20 Hz, c'est considéré comme la limite basse de l'audition humaine. Mais on est, dans les meilleures conditions, on est capable d'entendre des tonalités aussi basses que 12 Hz. En dessous de 10, on peut les percevoir comme une sensation de pression au niveau des tympans. Mais au niveau de l'oreille, on ne les entend pas.
Et là, on voit vraiment que nous, on peut entendre entre 20 Hz puis 20 kHz. Les ultrasons, je vais en parler tantôt. Avant, je veux parler que une étude a suggéré que les infrasons peuvent provoquer des sentiments de crainte ou de peur chez les humains. Il a également été suggéré que, puisqu'il est consciemment pas perçu, il peut donner vaguement l'impression aux gens que des événements étranges ou surnaturels se produisent. Attention, je ne veux pas dire que les fantômes n'existent pas, mais il faut vraiment étudier ce côté-là. Un scientifique qui travaillait au laboratoire de neurosciences auditives de l'Université de Sydney rapporte des preuves croissantes que les infrasons peuvent affecter le système nerveux de certaines personnes en leur donnant un effet similaire au mal de mer. Dans des recherches et études, les infrasons perçus selon leur intensité bien sûr, ont été associés à des effets tels que la gêne, la fatigue, la pression, les acouphènes, puis des fois ça peut perturber notre sommeil aussi. Une autre étude a amené les chercheurs à dire que les sons à basse fréquence peuvent amener les gens à vivre des expériences inhabituelles, même s'ils ne peuvent pas détecter consciemment les infrasons. Certains scientifiques ont suggéré que ce niveau de son peut être présent sur certains sites prétendument hantés et provoquer des sensations étranges chez les gens que eux attribuent ça à des fantômes. Il y a un psychologue, Richard Wiseman de l'Université de Hertfordshire, qui suggère que les sensations étranges que les gens attribuent aux fantômes peuvent être causées par des vibrations infrasonores. Puis là, vous avez l'impression que je me répète, là, mais je veux aller plus profondément. Il y a eu vraiment une expérience qui a été tentée, je vais vous le raconter. C'est Vic Tandy avec le docteur Tony Lawrence, qui sont chargés de cours à l'Université de Coventry, qui ont écrit en 1998 un article qui est intitulé « Ghosts in the Machine », les fantômes dans la machine. Ils ont écrit ça pour le journal de la Société de la recherche psychique. Leurs recherches ont suggéré qu'un signal infrasonore de 19 Hz pourrait être responsable de certaines observations de fantômes. Tandy, lui, travaillait tard un soir seul dans son laboratoire, qui était soi-disant hanté, à Warwick, puis il s'est senti soudainement très, très, très anxieux. Il a même pu détecter du coin de son œil une tache grise. Lorsqu'il s'est retourné pour faire face à la tache grise, il n'y avait rien. Puis là, on a tous vécu ce genre d'expérience-là. Le lendemain, il travaillait sur son fleuret d'escrime et la poignée qui était dans un étau, il n'y a rien qui la touchait, elle s'est mise à vibrer, littéralement, puis vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vibrations. Il s'est mis à enquêter sur ce phénomène-là, puis il s'est rendu compte que le ventilateur d'extraction du laboratoire émettait une fréquence de 18,98 Hz, qui était très proche de la fréquence de résonance de l'œil que la NASA a dit qui est à 18 Hz. En gros, c'est à 18 Hz, l'œil a tendance à vibrer aussi. Et c'est là qu'il a commencé à supposer que c'était probablement la raison à laquelle il a vu une silhouette fantomatique. Selon lui, c'est la vibration de ses globes oculaires a causé une illusion d'optique. Voilà, c'est une petite histoire. Si on regarde d'un autre côté, l'ultrason, je vais vous remonter l'image, l'ultrason, c'est des fréquences supérieures à 20 kHz. Chez l'homme, c'est des limitations dans notre oreille moyenne qui ne nous permettent pas d'entendre ces fréquences-là. La limite exacte dépend de chaque personne, son âge, sa santé physique. Les jeunes enfants peuvent entendre des sons très, très, très aigus et plus on vieillit, plus la limite diminue. Quoique dans certains cas, avec des appareils, des fois les personnes âgées sont capables d'entendre plus loin. Mais en général, il y a même des tests qui se font dans des vidéos à savoir jusqu'où vous êtes capable d'entendre et ils mettent l'âge. On voit vraiment l'âge que ça descend et j'ai fait ce test-là avec mon fils. Et en effet, moi, à un moment donné, parce que moi, j'ai passé la quarantaine, vers autour d'à peu près ça, 35-40, là, j'entendais plus rien. Et mon fils disait, moi, j'entends toujours quelque chose, maman. Donc, avec l'âge, notre oui descend. Et évidemment, plus qu'on écoute des sons hyper forts, ça
contribue à dégrader notre ouïe, notre oreille. Les ultrasons sont utilisés pour les échographies, pour détecter les défauts invisibles des structures, pour, tu sais, comme nettoyer. Des fois, on voit ça vibre, puis ça enlève toutes les particules. Pour mélanger, accélérer les processus chimiques. On l'utilise aussi pour les sonars sous-marins, etc. C'est vraiment très, très, très utilisé. Certains animaux, comme les chauves-souris, dauphins, marsouins, les utilisent pour localiser leur proie et pour naviguer. Certains types de poissons sont capables de détecter des sons jusqu'à 180 kHz. Aucune espèce d'oiseau serait sensible aux ultrasons selon les dernières études. Les chiens, ils ont une portée auditive jusqu'à 45 kHz, qui est quand même beaucoup plus que nous, tandis que celle des chats est de 64. La fréquence de la plupart des sifflets pour chiens se situe entre 23 et 54. C'est pour ça que des fois, on peut entendre un petit sifflement quand c'est plus proche du 20 kHz, que nous, on est capable de percevoir. Une exposition aux ultrasons supérieure à 120 décibels peut entraîner une perte auditive. Quand on va supérieur à 155 décibels, on subit des effets d'échauffement nocifs pour le corps humain. Et quand c'est supérieur à 180 décibels, ça pourrait être mortel. Beaucoup de sons enregistrés sont encore d'origine inconnue, comme par exemple le bloop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a plein de sons qu'on enregistre, puis il y en a même qui proviennent, tu sais, comme de l'espace, comme le signal wow, je crois qu'on appelle. Mais la majorité peuvent être expliquées par un événement géologique ou atmosphérique. Par exemple, un tremblement de terre beaucoup plus loin qui cause des craquements dans le sol et qui produit un son qu'on peut enregistrer. Donc, il y a tout plein d'explications plausibles. On peut pas garantir à 100% que c'est ça qui est arrivé, mais on peut quand même l'expliquer, dont certains qu'on ne peut pas expliquer du tout. Et là, je veux tomber dans la perception de la réalité. Ah, avant tout, j'avais une autre image que je voulais vous montrer. Ici. Tout ce que certains animaux peuvent entendre. On voit, nous, on est comme en rose. Je ne sais pas si vous voyez le même rose que moi, mais nous, on peut entendre vraiment assez, tu sais, comme une bonne marge, mais quand même assez limitée parce qu'on constate que beaucoup d'animaux sont capables de percevoir les infrasons et les ultrasons, ce qui est de l'autre côté aussi. Donc, malgré tout, on est limité dans ce qu'on peut entendre. Et des fois, oui, les animaux peuvent entendre des choses, mais c'est pas, encore là, ça peut être totalement des choses normales et non pas nécessairement surnaturelles. Voilà. On va revenir sur ma face. Coucou. Par la suite, je veux parler de notre perception de la réalité. Parce que là, oui, c'est vraiment le sujet, les limites de notre perception. Et là, je veux parler du cerveau. En gros, le cerveau a la capacité de régénérer ses souvenirs pour les mettre à jour, dans le but qu'ils soient plus utiles dans notre vie courante, dans notre vie d'aujourd'hui. Là, vous dites, oui, mais pourquoi qu'il les mettrait à jour? C'est juste un souvenir. Mais les souvenirs, c'est des expériences de vie passée qu'on se sert pour pouvoir vivre notre vie aujourd'hui. C'est vraiment des expériences de vie où est-ce que ça nous permet de réagir aujourd'hui. On n'est plus des naïfs aujourd'hui parce qu'on a eu des expériences de vie. Si on essaie de, juste un exemple, de penser à notre anniversaire de 6 ans. Quand on avait 6 ans, c'était notre anniversaire. Il y a, par exemple, notre mère qui nous amène le gâteau d'anniversaire. Puis on s'en souvient très bien, mais essayez de vous souvenir du visage de votre mère à ce moment-là. Vous en serez pas capable. Parce que ce visage-là, votre cerveau va l'avoir modifié pour le visage de votre mère. Pardon, je cogne mon micro. Pour le visage de votre mère aujourd'hui, ou le plus récent que vous l'avez vu. Donc, ça va être très difficile pour vous de vous remémorer, sans avoir vu de photo bien sûr, de vous remémorer cette image-là. Si vous n'avez pas de photo, puis vous avez juste des souvenirs, bien, ça va être le visage de votre mère, le plus récent que vous avez vu, qui va remplacer ce visage de mère toute jeune-là, quand que vous aviez 6 ans.
Euh, donc, le souvenir est corrompu, le souvenir a été modifié par la dernière chose qu'on a vue, la dernière chose qu'on a connue, qu'on a vécue. Le cerveau fait la même chose quand, après un événement, il reçoit des informations qui étaient inconnues au moment de l'événement en tant que tel. Soudainement, on intègre, sans même s'en rendre compte, les nouveaux éléments à notre souvenir et on les modifie et après, on est incapable de savoir qu'est-ce qui a été modifié puis qu'est-ce qui est l'original. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça et ils ont vraiment détecté que 100% des personnes modifiaient leurs souvenirs. On n'est pas un robot, on n'est pas un enregistreur, notre cerveau n'est pas capable de faire une vidéo des événements, donc ils sont toujours en modification. On le voit par exemple pour l'événement qui est arrivé plus tôt cette semaine par rapport à la fille qui aurait vu une personne, c'est comme je dis un reptilien, là, mais c'est parce que il clignait d'un autre sens. Là, soudainement, les autres passagers disent « Hey, oui, je l'ai vu. » Puis là, ben, je trouve que, hey, plus que j'entends parler, c'est vrai que lui, je l'entendais pas parler comme s'il faisait de la télépathie, mais j'avais mon écouteur ici, puis j'écoutais un livre. En gros, il était pas concentré. Puis là, ben, soudainement, il a comme modifié son souvenir. Il a probablement, la fille, probablement qu'elle criait, puis c'est pour ça qu'il l'a entendu, puis le gars, il devait être calme, c'est pour ça qu'il l'a pas entendu. Mais il était en train de modifier son souvenir pour dire « Oui, oui, il me semble qu'il clignait pas, puis il me semble que, puis il me semble que... » Et ça va devenir la réalité. Donc, aucun de nos vieux souvenirs sont réellement intacts et fidèles à l'original. Beaucoup de chercheurs ont fait des études sur la capacité des souvenirs à se maintenir en place, mais ils ont tous prouvé qu'aucun souvenir n'est parfait. Nos émotions, nos regrets, nos déceptions modifient les souvenirs pour que ça soit plus facile à supporter ou, à l'inverse, on peut créer de toute pièce un événement traumatisant qui n'est jamais réellement survenu, puis à force de se répéter, on finit par y croire pour de vrai. C'est le cas, par exemple, de ceux qui aiment ça se faire plaindre. Les narcissiques, par exemple, ou ben, tout simplement des vampires psychiques, tous ceux qui ils veulent tirer notre énergie, ben, ils vont s'inventer à peu près n'importe quoi, puis ils vont finir par y croire vraiment eux-mêmes que c'est arrivé. Je vais juste donner un exemple de comment que notre mémoire se modifie. La douleur de l'accouchement. Toutes les filles qui ont vécu les accouchements, on s'entend pour dire que c'est excessivement douloureux. Mais si on s'en souvenait vraiment de cette douleur-là, on en aurait juste un enfant. On n'en aurait pas 2, 3, 4. Parce que sur le coup, tout de suite après l'accouchement, on s'en souvient très bien parce que c'est très clair, et la majorité des filles dit plus jamais je vais avoir, c'est fini, je veux plus revivre ça, c'est épouvantable. Et même moi, de mon souvenir, j'ai eu mon accouchement, c'était quand même 40 heures de travail qui a fini en césarienne. Et je me souviens, à un certain moment, je perdais connaissance entre mes contractions parce que j'étais littéralement épuisée, puis je me réveillais à cause de la douleur. Je me souviens que la douleur était épouvantable. Mais est-ce que j'aurais un enfant demain matin? Oui. En gros, je me souviens que ça fait excessivement mal, mais je me souviens pas précisément du niveau de la douleur pour justement me convaincre de plus jamais avoir d'enfant. C'est un peu ça. Tu sais, comme oui, c'est extraordinaire avoir comme un bébé, le tenir dans tes bras après, mais ce moment-là, disons que c'est un coup dur à passer. C'est un coup dur à passer parce que c'est quand même assez intense. Donc, c'est facile aussi de faire croire à un enfant qui a vu quelque chose qu'il n'a pas vu ou qui a vécu quelque chose qu'il n'a pas vécu. À force d'y répéter pour dire « Hey, regarde, une licorne! » Et là, l'enfant me dit « Ah, mais je la vois pas. » « Mais oui, oui, elle est là, regarde. » Puis là, on peut la décrire avec précision. Puis elle est ci, puis elle est blanche, puis elle a une corne, puis elle est entre les deux arbres. Puis là, oh, elle court, elle se promène. L'enfant l'a jamais vu, la licorne. En fait, nous non plus, on l'a jamais vu. Mais en donnant tellement de détails, en étant tellement convaincu, l'enfant va créer ce souvenir-là. Et quand il va raconter l'histoire plus tard, il va le dire au « je ». Il va dire « Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ». Parce qu'un enfant, c'est plus facile qu'un adulte pour dire « Regarde, moi, je ne l'ai pas vu, mais mon ami l'a vu. » Mais un enfant, il va tellement être entré là-dedans qu'il va finir par dire « Je l'ai vu, oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu. » Mais en fait, il n'a vraiment rien vu. Il a créé le souvenir.
avait confiance en nous, donc il a créé le souvenir et soudainement, il l'a vu. Donc, c'est assez facile de créer des souvenirs. Aussi, lorsqu'il y a une absence d'information, le cerveau comble les manques. Comme par exemple les sensations du membre fantôme, les personnes qui ont été amputées, qui ressentent encore ces sensations-là. Merci beaucoup pour le suivi, Beleno, c'est super gentil. Merci. Ce que je disais, c'est les personnes qui ont été amputées, ils ressentent encore les effets de ce membre-là et il y a une méthode pour essayer de convaincre le cerveau que, OK, regarde, ça va mieux parce que le cerveau, il dit, je le sens plus. Je devrais le sentir, je le sens plus. Fait qu'il invente des sensations. Et quand que ton pied te pique, mais que tu n'as plus ce pied-là, disons que ça doit être assez souffrant. Et des fois, certains chercheurs utilisent un miroir pour comme refléter l'autre pied et comme ça soulager le cerveau qui capote un peu, on va le dire comme ça. C'est le cas aussi des drogues qui empêchent le cerveau d'avoir toute l'information parce que ça joue un peu, des fois ça peut empêcher les neurotransmetteurs de transmettre l'information. Le cerveau, il en manque, il en invente, puis ça peut créer des sensations étranges qui est un peu la raison de pourquoi on a un buzz. Le cerveau inconsciemment modifie notre perception de la réalité pour que ça s'aligne aussi avec nos désirs et nos attentes. La réalité est en réalité notre réalité. C'est fabriqué par notre cerveau, puis ça ne représente pas la vérité. Tous les jeux d'illusion d'optique nous le prouvent bien. On se joue de notre cerveau en lui faisant croire des choses. On se forge notre propre réalité. Par exemple, si on vous dit que le pigeon est un signe que vous êtes sur le bon chemin, soudainement, vous allez voir des pigeons partout. Ils étaient là avant, les pigeons, mais là, on va tout simplement les remarquer, ce qu'on ne faisait pas avant. Notre cerveau modifie la réalité selon nos désirs, selon nos attentes, puis il prend notre expérience passée pour remplir les trous. En gros, on suppose. On essaie de deviner. Comme la fameuse robe, là, qu'il y avait plusieurs personnes qui s'obstinaient, se chicanaient pour dire que moi, je la vois blanche et or. Non, moi, je la vois bleue et noire. Pourtant, c'est comme on suppose qu'elle est bien éclairée ou on suppose qu'elle est plus ou moins éclairée. Donc, notre cerveau a comme créé cette couleur-là. Et pourtant, c'est des images sur un ordinateur. Je vais juste donner un exemple ici. On voit ici qu'il y a comme 3 Pac-Man et 3 espèces d'angles, mais notre cerveau crée une espèce de triangle dans le milieu. Il n'est pas là le triangle, il n'existe pas le triangle, mais c'est drôle, on le voit. Il est là. Donc, c'est comme une mauvaise interprétation. Salut Darkmotique, c'est pas grave. Tu viens de nous poigner à peu près dans le milieu, là. Fait que c'est pas si grave que ça. Donc, ce que je disais, c'est que le cerveau interprète, le cerveau voit des choses qui n'existent pas, comme le triangle présentement qui est dans le centre, qu'on voit tous, mais qu'en réalité, il n'existe pas. Comment qu'on peut savoir ce qui est vrai ou créé par notre cerveau? Simplement en prenant une attention particulière sur nos impressions et si on les utilise avec humilité. On a peut-être l'impression que notre collègue était volontairement de mauvaise foi puis qu'il nous en voulait, mais il s'agit probablement ou sûrement d'une interprétation de notre part. Il faut vraiment prendre une grande respiration, puis on vérifie notre impression en lui demandant directement. Puis gentiment, bien sûr. Tu sais, hey, j'avais l'impression que tu m'en voulais. Est-ce que c'était le cas? Puis j'aimerais ça qu'on mette ça au clair. Puis la personne a dit non, 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 pas du tout, pas du tout. Souvent, c'est une mauvaise interprétation, puis il faut aller de l'avant pour aller vérifier nos impressions. C'est quand même assez important. Il faut faire aussi l'avocat du diable. T'sais, on se dit, regarde, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'à matin, je ne sais pas, moi, un de ses enfants a fait une crise, est épuisé, a mal dormi, puis qu'elle est moins patiente avec les autres. Ça n'arrive peut-être rien à voir avec nous aussi. Il faut vraiment, justement, jouer à l'avocat du diable. Il
faut chercher d'autres possibilités qui expliqueraient son comportement. La méditation permet aussi de garder un esprit plus clair. Quand on vit quelque chose, on a des sensations, on se dit « je vais aller méditer là-dessus ». En gros, je vais réfléchir sur tout ce qui pourrait causer tous les ressentis que j'ai eus. En plus, pour pas aider, notre cerveau lag. Comme des fois, on a des vidéos qui laguent puis ça tire, comme des fois, moi ici sur Twitch, je lag et vous avez de la misère à comprendre ce que je dis. On dit que le cerveau lag d'à peu près 100 millisecondes. Ça peut paraître court, mais c'est quand même hyper, vraiment très large, très gros comme lag. Il est lent. Puis pour compenser ce délai-là, ce lag-là, le cerveau tente de prédire le futur au lieu de réagir trop tard. Je vais juste donner un exemple. Si on veut frapper la balle, on joue au baseball, on veut frapper la balle avec une batte, avec un bâton de baseball, vu qu'on a un retard de à peu près 100 millisecondes du cerveau, on ne sera jamais capable de frapper la balle parce que la balle, comme on la verra pas ici, je la frappe. Notre cerveau n'a pas le choix de prédire le moment où est-ce que la balle va être à notre portée avec le bâton pour qu'on puisse la frapper. On n'a pas le choix. Ou un autre exemple, il y a un moustique qui nous tourne autour, on n'est plus capable, on veut s'en débarrasser, on veut le tuer, le moustique, on n'a pas le choix d'essayer de prévoir où est-ce qu'il va être pour l'attraper avec notre main. On n'est pas assez rapide pour être capable d'y aller en temps réel. Il faut prédire, il faut deviner, il faut supposer. Et plus qu'on a de l'expérience, plus précis va être la prédiction du cerveau. C'est pour ça que, par exemple, les joueurs de baseball professionnels, eux, sont capables d'être hyper précis parce que, justement, ils ont l'expérience. Et si vous êtes un tueur de mouches professionnel, vous allez être bon pour les attraper. Comme M. Miyagi a attrapé des mouches avec ses baguettes, il doit avoir beaucoup d'expérience en arrière de la casquette. C'est la même chose quand on voit une forme qui n'existe pas, comme le triangle que je vous ai montré tantôt. Une personne qui a perdu la vue quand il était enfant, puis qui la retrouve après une opération à l'âge de 40 ans, par exemple, ne le verra pas, ce triangle-là. C'est le triangle vraiment ici, là. Lui, il ne le verra pas, ce triangle-là, parce qu'il n'a pas l'expérience nécessaire pour que son cerveau fasse la prédiction. C'est la même chose quand on voit des ombres, lorsque, en réalité, c'est tout simplement un pantalon sur une chaise dans notre chambre dans le noir, ou les reflets d'un phare d'une voiture qui passe dans la rue. On a l'impression de voir quelque chose, mais c'est le cerveau, ne sachant pas, étant dans l'inconnu total, se met à inventer, se met à créer des choses pour dire « Ah, c'est peut-être un fantôme ». Et c'est spécialement quand l'information est floue ou incomplète, on voit aussi ce qu'on a envie de voir. Si, par exemple, on a visionné un film d'horreur ou un documentaire sur les esprits, soudainement, on ne se sent plus tout seul dans notre maison. Soudainement, tous les bruits qu'on entend, que normalement, on sait que c'est des bruits normaux d'une maison ou que on s'en soucie pas, on le remarque même pas normalement, soudainement, on va tous les entendre. Et là, on va s'imaginer que c'est hanté. Et là, on va, la joie de la pareidolie, c'est ça, tu sais, là, soudainement, là, on va comme tout remarquer, on va tout avoir conscience de tout, et là, la peur va embarquer. Mais si une personne ne croit pas aux esprits, ne croit pas aux fantômes, il n'y aura jamais cette peur-là, il ne va jamais y penser. C'est l'expérience. C'est l'envie, je dis pas qu'on a vraiment envie d'avoir peur, mais le fait de voir où, par exemple, on voit, tu sais, comme un film d'horreur où est-ce qu'il y a un meurtrier qui rentre, puis là, soudainement, nos garde-robes sont habités. C'est comme si on le sentait. Il faut vraiment faire attention parce que le cerveau dans l'inconnu, c'est comme l'espèce de le chat de Schrödinger. Il a mis son chat dans sa boîte, puis le chat était à la fois mort et vivant. C'est la même chose. Vos garde-robes avec les portes fermées sont à la fois vides et pleins d'esprit. Ou de meurtrier. C'est le cerveau est capable d'inventer beaucoup de choses. Il faut vraiment faire attention là-dessus. Ce qu'on verra va dépendre de notre expérience de vie ou des films qu'on a vus. Moi, par exemple, je ne suis pas une grande adepte des films d'horreur,
Mais c'est pour ça que, justement, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, mon cerveau part non, merci. Je suis pas une grande adepte des films d'horreur, mais si vous écoutez beaucoup de films d'horreur, vous allez remarquer des choses que moi, je remarquerai pas parce que je les ai pas vues. Si vous aimez beaucoup tout ce qui est, justement, le paranormal, le fantôme, vous allez en voir beaucoup plus que quelqu'un qui n'y croit pas ou qui a pas d'intérêt là-dessus non plus. C'est... Puis là, on peut se demander, est-ce que c'est pour ça que les expériences avec les extraterrestres qu'on lit ou qu'on entend, ou certaines créatures sont jamais pareilles d'une personne à l'autre? Est-ce que c'est le cerveau qui comble les manques avec leur expérience personnelle, ou est-ce que c'est la façon que le cerveau façonne la réalité à cause de, tu sais, comme toutes les différences qu'il y a d'un témoignage à l'autre ou de l'apparence et tout, ils ont été contaminés comment? Parce que la contamination, elle est là pareil. On entend des histoires d'extraterrestres et soudainement, nos extraterrestres qu'on voit ressemblent beaucoup aux histoires qu'on a déjà lues. On appelle ça de la contamination. Devenir un occultiste, c'est apprendre à savoir discerner ce qu'on veut voir et ce qu'on voit réellement. Oui, exactement. Puis c'est pour ça aussi que je fais cette présentation-là aujourd'hui, pour qu'on puisse réfléchir sur ce qu'on perçoit pour éviter de tout de suite sauter aux conclusions que c'est du paranormal. À un moment donné, il faut réfléchir. Il y a certains animaux mythiques, tu sais, j'ai parlé de la licorne tantôt. En gros, certains animaux mythiques seraient en réalité une image mentale de la description d'une autre personne. Peut-être une mauvaise description aussi. La licorne que je parlais pourrait être en réalité la description d'un voyageur. Lui parlait d'un rhinocéros. Mais la façon qu'il décrivait, la personne, l'image mentale qu'elle s'est faite, ressemble pas pantoute à un rhinocéros. Regardez la licorne. Mais pourtant, le rhinocéros, c'est quand même, c'est grand, ça a une corne. Si on regarde, puis la licorne, quand on regarde l'évolution de la licorne, son apparence a changé. C'est sûr que si on la regarde, la licorne d'aujourd'hui, ça ressemble plus à un cheval avec une corne. Mais il y a longtemps, quand on regarde les premiers dessins de licorne, ça ressemblait vraiment un peu plus à un rhinocéros. Et là, je vais tomber dans la partie du cerveau où est-ce que ça devient un petit peu plus tricky. Là, on commence à aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre qui n'existe pas en réalité. Parce que là, j'ai parlé de ce qui existait, ce qu'on était capable d'entendre. Et là, je vais plus aller de l'autre côté. Sur ce qu'on entend, ce qu'on voit, mais qui n'existe pas. En gros, les hallucinations. Le cerveau va quand même peut aller plus loin. Fait que je vais commencer avec quelques définitions. Il y a avant tout les idées délirantes, qui sont des convictions fausses. C'est pas on voit pas, on n'entend pas des choses, c'est vraiment des convictions. Une idée délirante, c'est des convictions fausses que peu importe les arguments qu'on va amener pour prouver le contraire, la personne qui a une idée délirante va le rejeter sans même y réfléchir. Il est convaincu, c'est ça, puis ça finit là. On en voit beaucoup aux États-Unis. En tout cas. Oui, c'est ça. La croyance que la Terre est plate, on le prouve. On a tellement de preuves que la Terre est ronde. Hein? Pourquoi toutes les planètes seraient rondes et nous, la Terre, elle serait plate? Puis il y a plein de preuves, mais pourtant, ils sont convaincus à 100%. Puis plus qu'ils essaient de prouver qu'ils ont raison, plus qu'ils prouvent qu'ils ont tort. Mais ils sont quand même convaincus qu'ils ont raison. Donc, on appelle ça une idée délirante. Il y a aussi les hallucinations, qui est une perception sensorielle d'un ou de plusieurs de nos 5 sens, sans la présence d'un stimulus détectable. Les hallucinations sont des perceptions inexactes concernant des objets ou des événements. Elles semblent vraies pour la personne qui les éprouve, mais ils ne peuvent pas être confirmées par quelqu'un d'autre. On peut avoir l'illusion d'une chose et la corriger avec des preuves quand on nous en présente. Et là, on peut se dire, oh, regarde, j'ai halluciné telle chose, mais je me rétracte, oui, c'est vrai, comme les arguments que tu m'amènes, ça a bien du bon sens, j'ai dû halluciner. Mais on peut avoir l'illusion d'une chose. En fait, ce que je veux dire, c'est celui qui hallucine
peu importe encore là les arguments qu'on va amener, il est convaincu que ce qu'il a vu est vrai. Les hallucinations sont une perception fausse qui peut occasionner des expériences autant positives que des expériences négatives. Je vais revenir là-dessus. Et pour ceux qui souffrent de maladies mentales puis qui voient ou entendent des choses, pour eux, c'est la réalité, c'est réel. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Juste un instant, je vais regarder mon chat. Il y a des platistes qui ont fait des expériences pour prouver qu'elle est plate, mais ils ont prouvé qu'elle était ronde par accident. Oui. Je suis à peu près sûr qu'ils croient encore que la Terre est ronde, est plate, je veux dire. Parce que, là, ben, quand on parle d'hallucination, en gros, beaucoup d'ici, beaucoup d'entre vous savez que je travaille en psychiatrie. Et en tant qu'employé, on nous a offert une espèce de séminaire pour nous aider à comprendre les personnes qui entendent des voix. J'ai participé à ce séminaire-là, c'était vraiment exceptionnel, vraiment, ça nous permet de comprendre comment que eux se sentent. Et quand que je parlais d'expérience, des hallucinations positives et négatives, c'est là où est-ce que je veux en venir, c'est que il y a du monde qui entend des voix, mais ils sont pas ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement une maladie mentale. Oui, ils entendent des voix. OK, ça peut être des esprits, ça, on va mettre ça du côté paranormal, mais si je regarde vraiment dans le côté science, on a des hallucinations positives. En gros, c'est des hallucinations qui ne dérangent pas notre vie courante. C'est des hallucinations, autant auditives que visuelles, que ça ne nous empêche pas de vivre notre vie, que ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a de besoin, que ça ne nous écrase pas. Tandis que les hallucinations négatives, c'est ceux qui vont nous écraser, qui vont nous dénigrer, qui vont nous déranger. Quand soudainement on commence à voir des démons partout, à les voir physiquement, venez pas me dire que ça dérange pas votre vie. Parce que là, vous vous sentez attaqué et tout. Et ça, c'est le genre de psychose. Parce que la psychose aussi n'est pas une maladie mentale, c'est un symptôme. C'est le genre de psychose qu'on voit beaucoup en hôpital psychiatrique, tout ce qui est lié à la religion. Et évidemment, ça dépend de si... C'est quand que je disais que le cerveau crée selon nos croyances, selon comme nos désirs et tout. Une personne qui est très religieuse va avoir des hallucinations religieuses, va avoir une psychose plus religieuse. Une personne qui ne l'est pas, verra pas Dieu, verra pas les démons. Ceci dit, pendant cette expérience-là, parce que je vais juste faire une petite parenthèse, Socrate, par exemple, lui entendait des voix aussi, mais c'était positif. C'était son démon qui lui conseillait, qui lui donnait qui l'avertissait et tout. Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est une créature? Ou c'est vraiment juste le cerveau qui entendait la voix? Mais dans son cas, c'était très positif. L'expérience que j'ai eue avec ce séminaire-là, c'était très négatif. C'était des voix négatives. Et je vais vous le raconter parce que c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Je vais le dire, oui, c'était exceptionnel pas dans le sens de wow, mais ça nous permet de mieux les comprendre. En gros, j'avais un questionnaire que je devais remplir, des questions très, 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 très simples. Et pendant que le questionnaire se remplissait, l'animateur a mis des sons. Plein de bruit, c'était des voix autant éloignées, autant plus proches, qui nous dénigraient. T'es pas capable, pourquoi tu fais ça? T'es pas bon, t'es pas à ta place, t'es juste une merde, tu devrais aller, te suicider à la place. Plein de voix, vraiment des termes hyper, hyper négatifs. Et lui, son travail de l'animateur, il se promenait au travers du monde, puis il nous criait dans les oreilles. Littéralement, puis on faisait des sauts, puis même des fois, dans l'enregistrement, c'était... on faisait des sauts et c'est des choses que les personnes qui entendent des voix négatives, des expériences négatives, vivent. Et pour eux, c'est réel. Parce que moi, pendant cette expérience-là, je les entendais pour de vrai, les voix. Je les entendais pour de vrai. Fait que eux, nous, on leur dit, oui, mais il n'y en a pas de voix. C'est une insulte pour eux parce que pour eux, ils les entendent pour de vrai. Tu te dis, ben là, tu es en train de dire que je suis fou parce que moi, je les entends. Donc, en psychiatrie, c'est comme connu qu'il ne faut pas infirmer ce qu'il... Tu sais, comme non, ça n'existe pas ce que tu vois, parce que ça existe, eux autres les voient. Mais d'un autre côté, il ne faut pas confirmer pour dire oui, c'est vrai ce que tu vois. Parce que là, eux autres, ça va les convaincre que ce qu'ils voient, c'est vrai. Et si vraiment, il n'y a pas de démons partout, puis on veut que la personne reprenne une vie normale, on n'ira pas confirmer qu'il y a des démons partout. Fait qu'on va lui dire, regarde, oui, tu les vois,
J'accepte le fait, je comprends que toi, tu les vois, toi, tu les perçois, mais tu es le seul à les percevoir. Il y a probablement un problème ici, et on va essayer d'arranger pour que, justement, ça arrête de te déranger. Et c'est pour ça qu'il y a des antipsychotiques qui existent, pour que ces personnes-là aient le moins d'effets négatifs de leurs problèmes que le cerveau invente. Parce que, tu sais, si on est trois à voir la même chose, ça confirme un peu qu'il y a quelque chose. Mais si tu es tout seul à les voir, puis qu'il n'y a personne d'autre qui les voit, mais vraiment personne, c'est probablement dans ta tête. Donc, c'était vraiment l'expérience que je voulais vous partager. Les hallucinations, tout comme la psychose que je mentionnais tantôt, c'est pas une maladie, c'est vraiment un symptôme de quelque chose. C'est pas un symptôme, tu sais, il y a des maladies mentales comme la schizophrénie, il y a des troubles psychotiques, il y a la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer qui peut provoquer aussi des hallucinations. Puis ça, c'est juste quelques exemples de maladies plus au niveau cérébral qui provoquent des hallucinations, qui peuvent provoquer, c'est pas à 100%, là. Il y a des drogues hallucinogènes aussi qui provoquent des hallucinations, mais c'est pas les seules causes. Une personne qui a aucune maladie mentale puis qui prend pas de drogue peut aussi halluciner. Je vais juste vous donner un exemple, puis je suis à peu près sûre que tout le monde a déjà vécu ça. Quand on s'endort ou quand on se réveille, on peut vivre une espèce de mélange rêve et réalité. Tu sais, notre cerveau n'est pas encore tout à fait réveillé, comme l'impression de tomber. Quand on s'endort et on a l'impression de tomber, ben c'est une hallucination. Parce qu'on tombe pas pour de vrai, mais c'est le cerveau qui nous donne, puis là, soudainement, on se réveille, puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On peut aussi ressentir des choses qui disparaissent quand on se réveille. C'est quand on se réveille, puis on sent, on est comme figé, on n'est plus capable de bouger. C'est comme une sensation, c'est comme une hallucination parce qu'on finit par se réveiller, puis tout se remet en place. La fatigue, oui, peut donner des hallucinations. Le manque de sommeil, ça peut faire apparaître ce type d'expérience-là. On appelle ça, on dit que c'est des événements de micro-sommeil. On est tellement fatigué, on manque tellement de sommeil que c'est comme si notre cerveau s'endormait un peu à l'état d'éveil. Et là, on peut voir, c'est comme s'il y a un mélange justement de rêve et de réalité. Et là, on peut voir des choses qui n'existent pas en réalité. Il y a les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales, les maladies vasculaires cérébrales, les lésions au nerf optique, les migraines ophtalmiques, puis même les crises d'épilepsie qui pourraient causer des hallucinations, même si c'est une très courte hallucination, là, comme quand on est fatigué ou à l'état d'endormissement ou de réveil. Évidemment, bon, oui, il y a les drogues. Il y a l'alcool aussi. L'excès d'alcool peut provoquer des hallucinations. Mais on oublie aussi la consommation de certains médicaments. Certains types de médicaments, comme par exemple les benzodiazépines, quand on en prend trop, ou en sevrage, les antidépresseurs. On le dit, il ne faut jamais cesser un antidépresseur du jour au lendemain parce que c'est comme des neurotransmetteurs de surplus qu'on donne à notre cerveau pour nous aider à aller mieux. Mais si on le coupe, le cerveau, lui, s'est habitué d'en recevoir par la médication. Fait qu'il faut qu'il y ait vraiment un sevrage lent. Même chose quand on prend beaucoup de benzodiazépines. Puis quand je dis benzodiazépine, je parle d'Ativan, c'est du lorazépam ou du clonazépam, qui est du Rivotril. Ça, c'est juste 2 exemples. Les benzodiazépines qui nous permettent de diminuer l'anxiété, ben, si on en prend beaucoup, puis que soudainement on arrête d'en prendre, notre corps, lui, va peut-être se mettre des symptômes de sevrage. Comme quand on prend de la drogue et qu'on décide de tout arrêter du jour au lendemain, vous allez avoir des symptômes de sevrage, vous allez trembler, vous risquez d'avoir des hallucinations, ça ira vraiment pas bien. OK, à long terme, c'est une bonne chose, mais à court terme, vous irez vraiment pas bien. Votre état va s'empirer avant de s'améliorer. C'est comme des gros effets secondaires. Il y a aussi, notre corps, des fois, peut être intolérant face à certaines molécules, ce qui fait en sorte que il réagit d'une certaine façon et souvent, on a juste des effets secondaires, on se sent pas bien et tout, mais à la limite, certains médicaments pourraient causer des hallucinations si vraiment, comme ça nous fait pas.
Dans ce temps-là, il faut en parler à son médecin, puis lui, il va arranger tout ça. Une trop grande quantité de café peut donner des hallucinations, souvent auditives. Certains chercheurs parlent de si on prend par exemple 5 cafés en ligne, on pourrait avoir des hallucinations auditives. C'est comme si on booste notre cerveau, c'est une drogue en fait. Le café, c'est une drogue, on va le dire. Une drogue douce. Donc, ça peut rendre le cerveau hyperactif et causer des hallucinations, surtout auditives. Il y a des carences en vitamines, en sucre. Carence en sucre, c'est littéralement là, quand on tombe en hypoglycémie. Il y a des problèmes aussi, par exemple, avec la glande thyroïde qui peut causer ces symptômes-là. Puis ça, c'est juste quelques exemples parce que il y a tellement il y a tellement de causes possibles aux hallucinations. Et sans oublier aussi le stress post-traumatique. Quand on a eu un traumatisme, juste l'anxiété, le stress, quand on est dans un état assez élevé, assez intense, oui, on peut avoir des hallucinations. Et même encore là, quand que c'est un problème de notre corps, on a trop pris de café, on a des hallucinations, on n'a pas une maladie mentale. C'est juste qu'à un moment donné, on a peut-être exagéré sur quelque chose ou on est peut-être excessivement fatigué, épuisé, et ça serait peut-être le temps d'aller se coucher. Il faut écouter son corps parce que notre corps nous parle. Si vous croyez être victime d'une hallucination, ce que je vous suggère, c'est de tout noter vraiment en détail et ensuite de méditer, de réfléchir sur toutes les causes logiques possibles. On va essayer d'éliminer tout ce qui est connu, tout ce qui est scientifiquement connu. Et si ce qu'on a vécu ne rentre pas là-dedans, là, on va commencer à étudier plus le côté l'inconnu, le paranormal. Une personne extérieure peut aussi nous aider en nous soumettant des idées, des choses qu'on n'a peut-être pas pensées, puis hey, t'as-tu pensé que ça pourrait être telle chose? Fait que des fois, en parler, ça nous permet aussi de peut-être d'éclaircir des points d'ombre. Méditez sur ce que vous vivez et ressentez avant de sauter aux conclusions. Des fois, on saute aux conclusions trop vite, puis c'est ça qui fait en sorte que, merde, c'est sûr que c'est paranormal, puis toutes les autres personnes te regardent pour dire, ben non, par exemple, c'est ta maison qui craque, c'est l'hiver, il fait moins 40 degrés dehors, le bois réagit, le bois craque et les craquements, ben en fait, c'est des clous qui cassent. Donc, c'est logique, c'est normal, c'est pas un fantôme qu'il y a dans ton grenier, c'est normal. Maintenant, après tout ce que je vous ai dit là, en fait, je voulais vous montrer avant. Des exemples. Regardez-moi ça. Si vous gardez votre œil sur le point noir, vous allez avoir l'impression que l'espèce de petite boule va dans un sens, mais quand on la regarde, elle va juste, tu sais, elle va pas dans le même sens qu'on pensait. Et ça, quand je parlais d'illusion d'optique, là, ça, c'en est un autre. Ouais, je tomberai pas là-dedans, là, parce que là, ça commençait à. Les illusions d'optique, c'est assez facile à trouver sur Internet de toute façon. Mais plus qu'on en regarde, plus qu'on réalise que notre cerveau nous joue des tours, beaucoup, beaucoup, puis il faut vraiment s'attarder là-dessus. Donc, après tout ce que je vous ai dit là, maintenant, vous pourriez peut-être être poussé à croire que je suis une sceptique pure et dure, mais c'est pas le cas. La science n'est pas encore capable de tout expliquer. Peut-être qu'éventuellement, la science va être capable de prouver qu'il y a des manifestations d'esprit. Éventuellement, peut-être, on essaie de... C'est pour ça qu'il y a des chasseurs de fantômes qui essayent de trouver des machines pour prouver qu'il y a eu des manifestations, mais des fois, il faut faire attention parce que les ordinateurs ou les télés et tout, ou une mauvaise connexion d'électricité dans nos murs peut causer des champs électrostatiques qui peut jouer sur les appareils. On a l'impression que c'est un fantôme quand que c'est pas le cas du tout. C'est juste un électricien qui a mal fait son travail. Mais éventuellement, peut-être que la science va être capable de tout prouver. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je crois au surnaturel, vraiment, mais avant. Je veux dire,
Je crois au surnaturel, mais après d'avoir éliminé tout ce qui est naturel. Il faut réfléchir, il faut tout éliminer avant de sauter aux conclusions. Comme par exemple, la fille dans l'avion est la seule à l'avoir vue. C'est possiblement une hallucination. Possiblement. C'est-tu un mauvais effet des médicaments? C'est-tu... Ça, il faudrait lui demander à elle directement. Mais vu qu'elle semblait tellement convaincue, je peux comprendre que sur le coup, c'est juste un choc, mais il faut vraiment réfléchir. On est limité au niveau autant de, tu sais, comme notre vision, notre ouïe, nos sensations et notre cerveau qui lag. On est limité, donc il faut vraiment réfléchir plus loin. Et comme le disait Yam, il faut, en tant qu'occultiste, en tant que personne qui travaille avec la magie, avec la sorcellerie et tout, c'est important de comprendre ce genre de choses-là pour que justement on puisse en tenir compte quand on fait nos travaux magiques, quand on va, par exemple, étudier un lieu où est-ce qu'il y a des fantômes. C'est facile de dire, oui, oui, il y a des fantômes, je me sens toute drôle. Des fois, il y a certaines choses qui pourraient causer ces sentiments-là, puis il faut étudier plus loin dans cette partie-là, parce que sinon, ben, on a de l'air nouille. On a de l'air d'une gang d'illuminés qui inventent n'importe quoi, puis qui tombent dans les théories du complot. Si on veut avoir de l'air intelligent, il faut s'informer, puis vraiment éliminer tout le plausible avant de vraiment parler de paranormal. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai énuméré? Moi, ça conclut pas mal ce que ce que j'ai préparé. Peut-être qu'éventuellement, je vais finir par... Je vais compléter mon document sur les différents plans d'existence, parce que comme je le disais au début, donc les plans d'existence, il y en a beaucoup selon les différentes croyances, donc c'est quelque chose que j'ai pas pu compléter avec le temps qui m'était éparti. Dans les derniers mois, là, vous avez dû remarquer qu'il y avait, bon, oui, on faisait moins de contenu, on n'a pas encore sorti de podcast et tout. Il y a eu un événement, en fait, ça fait au moins 5-6 ans que j'avais levé le flag pour dire si ça continue comme ça va aller mal. Et personne m'a cru, donc évidemment, c'est allé mal et ça s'est passé vraiment dans les 6 derniers mois. C'était quand même assez intense. J'ai réussi à faire valoir mon point, j'ai gagné. Et tout ça pour dire que là, maintenant, c'est réglé. On avait une mauvaise conception sur mon garçon. Évidemment, moi, en tant que maman, je veux le protéger, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'eux, ils disent la maman voit son garçon parfait, ce qui n'est pas le cas, mais on a pu enfin mettre le doigt dessus. J'ai fait beaucoup d'efforts parce que, oui, mon garçon, je l'adore, mais je suis quand même capable de voir clair. On faut réfléchir, hein, comme on le disait depuis le début. Et en fait, tout ça pour dire que c'était un 6 mois qui était quand même assez difficile pour moi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de contenu. C'est de ma faute, j'en suis désolée. Là, ça va mieux. Là, je suis en train de reprendre du mieux de tous ces événements éprouvants-là, mais le contenu va revenir. Là, éventuellement, on va recommencer à enregistrer les podcasts. J'ai de la recherche à faire et je vais pouvoir vraiment m'avancer dans tout ça. Vous allez avoir du contenu, je vous le promets. J'ai l'intention aussi de faire plus de Twitch, autant du gaming que des livres que je voulais faire, mais que j'ai jamais eu le temps de faire, et de beaucoup d'autres sujets que je veux m'investir un petit peu plus là, parce que vous êtes comme j'aime ça faire ça, j'aime ça lire, j'aime ça parler avec vous autres, interagir avec vous autres. Donc, c'est pour ça que, puis le gaming aussi, c'est le fun, hein? Zelda, je me suis avancée un petit peu, mais c'est le fun de pouvoir jouer avec vous, parce que la dernière fois, j'ai vraiment adoré ça. Les commentaires que j'ai eus, c'était trippant. On a ri beaucoup, d'ailleurs, de moi, ce que je veux dire, là. On a ri beaucoup de moi, mais c'est correct, je l'accepte bien. Donc, c'est vraiment... j'ai l'intention d'en faire beaucoup plus. Et j'aimerais ça, j'adore quand que vous venez me voir, interagir avec moi en direct. C'est super trippant. En fait, c'est ça que j'aime le plus, quand on peut interagir ensemble. Puis des fois, vous pouvez me corriger sur des choses que j'ai dit que c'est pas vrai. Je suis pas parfaite non plus. Hein, moi aussi, j'ai des défauts.
On en a tous. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce moment-là est passé. J'ai fait valoir mon point, fait que ça va aller bien. C'est le fun dans ce temps-là, hein, quand on dit j'avais raison, nanana. C'est à peu près ce que j'ai fait. Ceci dit, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. C'était super agréable. Je vais peut-être revenir demain, peut-être jouer à Zelda ou faire autre chose. Donc, je vais essayer de... J'avais commencé un peu à faire un plan de ce que je pourrais faire. C'est sûr que, tu sais, moi, travaillant le jour, ça limite un peu, malheureusement, pour les personnes qui viennent d'Europe, parce que moi, je peux le soir, mais le soir, pour moi, c'est pas mal proche de minuit dans votre cas. Désolée, vous le verrez en rediffusion, mais je vais essayer de gérer un peu le contenu pour vous permettre d'être présent le plus possible. Donc, ceci dit, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était super agréable. Et je vous dis, je pense que la semaine prochaine, Deadbreeze, elle va avoir reçu sa boîte. Donc, Deadbreeze va ouvrir Sparrow Rain dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine. Donc, ceci dit, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là.